Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec le concept de branche, et étant donné qu'on a déjà vu les branches master et develop, on va voir maintenant ce qu'on appelle le feature branching. C'est-à-dire que j'ai demandé à un développeur de développer quelque chose, et il va pas travailler directement dans la branche develop, il va le faire dans sa propre branche, une branche feature, dans laquelle il a la totale liberté de faire ce qu'il veut, et une fois qu'il a fini, il va demander à ce que ça réintègre la branche develop. Donc je vais vous montrer comment on fait cela à l'aide d'Azure DevOps. Donc ici, je suis sur Azure DevOps, et en gros, l'idée c'est que je vais demander à mon développeur de mettre à jour le README qui se trouve ici. Donc étant donné qu'on a mis en place tout un nombre de stratégies sur la branche développe, il ne peut pas tout simplement faire un commit dessus, sauf qu'il a le droit de outrepasser cette stratégie-là. Donc ce qu'il va faire généralement, c'est qu'à l'aide de son outil, il va créer une branche. Je vais faire ici ces opérations en ligne directement avec l'interface web. On verra dans le module bonus comment je peux faire ça à l'aide d'un outil comme Visual Studio ou Visual Studio Code ou la ligne de commande. Donc ici, je me mets sur la branche développe qui correspond à la branche de travail, qui normalement est beaucoup plus avancée que la branche master qui correspond au terrain, et je crée une nouvelle branche, et je décide de suivre une convention, c'est que je préfixe ma branche par feature, et je mets update readme, par exemple. Donc en fait, le fait de préfixer une branche par feature slash quelque chose, on va vite le voir, ça me crée un dossier dans lequel sont rangées toutes les branches concernées. Donc si vous faites blablabla slash quelque chose, vous allez créer un dossier blablabla dans lequel vous allez pouvoir ranger toutes les branches. Donc c'est une bonne pratique de ranger les branches dans un dossier qui correspond à ce qu'on va vraiment vouloir développer. Donc là j'ai mis feature, certains mettent que fit par exemple, donc sans le URE de la fin, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Mais en tout cas, adoptez rapidement une convention. Donc ici maintenant que je suis au niveau des fichiers, je peux me mettre sur ma branche feature, donc ça c'est des opérations qui peuvent également se faire hors ligne, et à partir de là je vais pouvoir éditer mon readme. Donc par exemple je vais supprimer toute cette partie là qui m'intéresse pas. Je vais faire un commit. Et donc là, ce que je fais, le commit, c'est l'opération de dire, eh bien, je fais la mise à jour du dépôt. On l'a vu dans le slide, normalement, ça passe par une étape de stage, commit et push. Étant donné qu'ici, tout se passe sur la plateforme, je n'ai pas besoin de faire de staging parce que je n'ai qu'un seul fichier, donc je vais pas préparer un bundle de fichiers, un package. Et le commit est l'opération atomique que j'ai fait pour un seul fichier. Et de la même façon, je n'ai pas besoin de le faire le push parce qu'en fait, je travaille depuis la plateforme web directement sur le repo local qui est stocké chez Azure DevOps. Quand je reviens sur les branches, je vois que ma branche a été mise à jour et je vois ici, effectivement, que ma branche est un commit en avance par rapport à la branche de comparaison, donc qui, je le rappelle, est bien développe. Donc si je clique sur ce chiffre-là, je vois le commit, en l'occurrence qui correspond à la différence. Donc dans la comparaison, je compare ma branche de feature à la branche développe. Donc je vois ici le commit concerné, où je peux directement basculer sur l'onglet Files, qui me montre tous les fichiers qui vont être différents par rapport à cette comparaison. À noter ici, je n'ai qu'un seul commit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Files, je vais créer un deuxième commit sur le git ignore, et je vais dire par exemple que je vais ignorer étoile.dll. Je suis quasiment certain que ça existe déjà, mais là je le fais juste pour le principe de montrer une différence. Donc là j'ai fait un second commit sur ma branche, donc ce qui est très commun lors d'un process de développement, on va avoir plusieurs commits. Donc si je retourne au niveau des branches, je vois que je suis 2 commits en avance de développe, et en recliquant sur le chiffre, je vois mes 2 commits, donc celui que j'ai fait, le readme et le git ignore, et dans File, je vois ici tous les fichiers indépendamment du commit duquel ils font partie. Donc là je vois la suppression de code en rouge, l'ajout de code en vert, et évidemment, si j'avais une modification, j'aurais vu le delta entre les deux. Donc grâce à ça, j'ai une branche dans laquelle j'ai totale liberté, et je peux faire mon travail. Admettons que mon travail soit terminé, maintenant ce que je vais vouloir faire, c'est de dire, j'ai fini mon travail, je vais le mettre dans Develop. Donc on va passer par ça pour une notion de pull request. Donc la notion de pull request, c'est de dire, ma branche est terminée, je veux la réintégrer dans une branche particulière. Donc je vais créer un pull request, et ici je choisis de quelle branche je pars et dans quelle branche je vais. Donc ici je pars de ma branche feature, et je vais dans la branche Develop, je vais retrouver ce qui me concerne, donc ici je vais pouvoir retrouver de nouveau les fichiers et les commits. Et au niveau de l'overview, je vais devoir préciser quelle est la demande de ma pull request. Donc ici, je vais mettre update feature 1 par exemple, en disant que c'est le titre, je peux rajouter une description, rajouter des utilisateurs en tant que reviewer, lier un élément de travail, rajouter un tag. Et lorsque je vais créer le pull request, j'arrive sur une fenêtre qui contient en fait le détail entre pas mal de choses. Donc ce que je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour prendre un peu plus de temps pour expliquer cette fenêtre. Donc ici, je suis au niveau de l'interface du pull request. Donc je retrouve en haut ici le demandeur qui a dit qu'il voulait que la branche feature / update readme soit réintégrée dans develop, c'est-à-dire que tous les commits qui ont été faits dans update readme se retrouvent in fine dans develop d'une façon ou d'une autre. Alors cette interface a évolué récemment, c'est-à-dire que là je suis sur l'interface plus moderne qui s'affiche mieux sur mobile. Si vous n'avez pas la même, rendez-vous au niveau de votre profil en cliquant sur ce petit bonhomme là. Au niveau des preview features, vous pouvez aller directement désactiver le new repo pull request experience. Donc ici si je le désactive par exemple, je vais faire un turn off, je reviens. La page va se réactualiser et là je suis sur l'ancienne version, donc celle qui est encore en cours chez certaines personnes, ou est-ce que je ne suis pas responsive. Donc si vous avez cette interface là, c'est la même chose que la précédente, sauf que les choses sont présentées maintenant différemment. Donc je vais réactiver la dernière version au cas où vous avez cette version là,
pour qu'on puisse faire le tour des fonctionnalités qui, in fine, restent les mêmes. Donc déjà, au niveau de cette interface-là, je vois en fait une notion de check ici, donc je vois tous les checks qui ont été faits, et cette notion de check, c'est en fait la vérification de tout ce qui a été défini comme stratégie, donc ce qu'on a fait dans le module précédent, ou à ce qu'on avait défini qu'on voulait mettre en place telle ou telle stratégie. Et là, j'ai un récapitulatif visuel assez évident de ce qui passe. Donc ici, je n'ai pas de merge conflict, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de conflit entre ma branche de départ et ma branche de destination. Donc un conflit, c'est quelque chose que Git n'est pas en capacité de résoudre par lui-même par rapport à un fichier. Donc ça, on va voir comment créer un conflit tout à l'heure et comment le résoudre. J'ai une notion d'attente ici, donc étant donné que j'ai été ajouté en tant que reviewer requis par rapport à une stratégie, donc on le voit quand on met la souris ici, j'ai été ajouté par rapport à la stratégie, je dois donner l'approbation pour que ce pull request aille au bout. Et finalement j'ai ici une erreur, et cette erreur correspond à cette stratégie qu'on a mis en place, comme quoi un élément de travail doit être rattaché à ce pull request. Donc quand je suis au niveau des erreurs par rapport à mon overview, je ne suis pas forcément bloqué, et j'ai ici sur la droite la possibilité de rajouter le lien avec un élément de travail. Donc là je vais prendre le premier qui vient, et si je fais ceci, hop, je vois que mon élément de travail est donc lié, ce qui veut dire que dans cet élément de travail, je vais avoir un lien vers cette pull request, et je vois que ici, c'est passé au vert. De la même façon, je vois également ici en bas un historique par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc je peux filtrer cet historique par rapport à pas mal de choses, mais ça sert également d'espace de discussion. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter un commentaire général sur le pull request en disant il y a trop de fichiers, il n'y en a pas assez, il manque le script SQL ou autre, et c'est quelque chose qui va apparaître ici. Cet espace de dialogue permet de citer des éléments de travail à l'aide du dièse, de directement s'adresser à quelqu'un à l'aide de l'arrobase. Donc grâce à ça, vous pouvez directement faire de la discussion avec, donc on le voit ici, ces deux raccourcis. On peut également citer un autre pull request avec le point d'exclamation. Bon là pour le coup je suis sur le 1, on le voit ici, donc je n'ai pas d'autre à citer, mais vous pouvez citer d'autres éléments. Et comme on le voit, on a un éditeur assez riche, on peut rajouter pas mal de choses. De façon générale, il est quand même mieux d'éviter d'avoir trop d'informations directement dans la conversation d'une pull request. Je pense notamment à tout ce qui est fichier lié, sauf si ça correspond à un bug visuel que vous voulez lier pour montrer qu'il y a un problème à cet endroit-là, mais sinon, pour le meilleur suivi des choses, rajoutez-le au niveau de l'élément du travail. Donc une fois sur cette page, on a la possibilité de rajouter donc l'élément de travail qu'on n'aurait pas mis à la création, rajouter un tag éventuellement, un ou plusieurs d'ailleurs, et rajouter aussi des reviewers. Donc là on voit que celui-là, donc moi-même j'ai été ajouté par la stratégie de façon obligatoire dans le groupe required, je peux rajouter un reviewer optionnel ou un autre required directement à partir d'ici. Donc ça c'est le demandeur de la pull request ou n'importe qui fait partie de l'équipe qui va pouvoir aller modifier ça. Quand je me mets en position de demandeur, je vais généralement arrêter mon travail ici, éventuellement l'approuver ou le rejeter. Bon, généralement, quand je fais une demande, c'est que j'estime avoir fini mon travail, donc je peux l'approuver. Donc là, on voit les différents types d'approbation qu'on a. Mais si je me mets en position de reviewer, donc celui qui va relire le code, déjà la première chose, je vais pouvoir avoir ici l'historique de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comme élément assez important. Je peux retrouver l'onglet Files qui va me montrer une vue qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui me permet de comparer les fichiers. Donc ça, c'est très pratique en tant que reviewer, en sachant que j'ai la possibilité de laisser un commentaire. Genre ici, je peux dire pourquoi avoir mis cela alors que c'était déjà présent. En fait, ça me permet de mettre des commentaires, et si je fais un commentaire comme ceci, on voit déjà qu'en haut, j'ai les commentaires qui sont rajoutés, donc là, le demandeur peut revenir et voir effectivement directement au niveau des fichiers qu'il y a un commentaire qui a été mis, et en cliquant dessus, il arrive directement sur la ligne concernée. Alors attention avec la notion de ligne, si vous faites des mises à jour de code avec des nouveaux push, les lignes ne seront plus les mêmes. Le commentaire est attaché à une ligne et pas une ligne au sens numérique, donc la ligne numéro 331, et pas une ligne au sens code. Donc il va pas faire dans la recherche du fichier le point DLL pour y attacher votre commentaire. Donc c'est possible que au plus vos fichiers évoluent, au plus vos commentaires ne soient pas rattachés à la bonne ligne. Bon, c'est un moindre mal parce que généralement, quand on corrige un commentaire et qu'on fait un nouveau push, on le ferme à l'aide de resolve. Si je reviens ici sur l'overview, je vois que j'ai un nouveau check qui a fail parce qu'en fait les commentaires doivent être résolus, une autre stratégie qu'on avait mis en place, c'est-à-dire que tous les commentaires doivent être fermés. Et de la même façon, je vois la notion de commentaire ici directement au niveau de mon interface principale. Donc là, je vois que sur le fichier gitignore, à la ligne 331, j'ai laissé un commentaire. Le commentaire, étant donné que c'est le mien, je peux l'éditer ou le modifier ou le supprimer. Et de la même façon, je peux mettre aussi un like, un petit peu en mode Facebook, et je peux également directement le fermer par ici, comme ça, j'approuve en fait ma stratégie. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire éventuellement, et où vous pouvez taper quelque chose ici et taper sur Resolve. Donc là je réponds par sécurité par exemple, donc je me réponds à moi-même, et je fais Reply and Resolve, et comme ça mon commentaire est en stade résolu, avec la raison de propriété résolue, et je passe de nouveau au niveau de mes checks. Au niveau des updates, vous allez voir en fait les différentes modifications et l'évolution de votre pull request, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai fait 2 commits, mais suite à un commentaire j'en aurai peut-être fait un nouveau qui sera poussé, donc ici apparaîtra la liste des updates. Là pour le moment je suis sur l'update 1, mais si je fais un nouveau commit dans ma branche, je vais avoir l'update 2. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller de suite faire cela, je m'assure d'être bien sur ma branche, je vais ici, je fais une édition, et je vais rajouter, il manquait du texte par exemple. Je fais mon nouveau commit dans ma branche. Donc là, mon pull request est automatiquement mis à jour, de telle façon à ce que si je vais ici et que je vais dans les updates, je vois l'update numéro 2. Donc en fait, on a un découpage sous forme de mise à jour qui permet également de ne voir que le delta entre
la première mise à jour et la seconde. Donc ici, je peux choisir le delta entre une mise à jour particulière, donc un update particulier, et la mise à jour courante, ce qui me permet d'avoir un filtre également et de voir uniquement ces modifications-là et pas les modifications globales. Et je bénéficie du même panel fonctionnel, c'est-à-dire que je peux également rajouter des commentaires juste par rapport à un update donné. Finalement, on retrouve la liste des commits. Donc ici, on n'a pas de notion d'update, on voit juste en fait une liste successive de commits dans le temps. Donc, de retour sur la partie overview, je vais pouvoir maintenant la valider. Donc, la dernière qui manque, c'est que je dois approuver, et quand j'approuve, je vois que tout passe au vert. Donc, c'est un élément majeur de telle façon qu'il apparaît ici dans l'historique. Je vois à plusieurs endroits comme quoi c'est bon. Et là, j'ai une petite coche verte qui donne mon avis, et je peux faire un complete. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Donc le complete, c'est je le complète manuellement. Le autocomplete, c'est je demande à ce qu'Azure DevOps fasse la fermeture automatique de ce pull request dès lors que tous les contraintes sont passées. Et ça, c'est quelque chose que vous allez mettre en place typiquement si vous avez un pipeline de build et vous attendez qu'il soit terminé mais que tout est OK. Vous mettez en autocomplete et comme ça, quand le build est fini, si il passe toute la stratégie, ça va automatiquement fermer votre pull request. Vous pouvez transformer ce pull request en tant que brouillon, donc c'est-à-dire c'est une expérimentation, ou tout simplement l'abandonner, qui veut dire, finalement je ne veux pas et j'abandonne ce pull request, j'en ferai un autre. Donc moi je vais taper sur complete, et le complete me permet de terminer la façon dont mon pull request doit être fait. Donc là en fait, je dois choisir la façon dont je fais le merge. Donc on voit qu'en fait j'ai en rouge directement que je dois faire un override des policies. Donc étant donné que j'ai les droits, c'est en rouge pour moi, mais quelqu'un qui n'a pas les droits n'aurait que celui-ci au niveau des choix. On a une petite animation qui montre en fait ce qui se passe. Donc là, je les ai expliqués un peu plus en détail dans une vidéo précédente. L'animation peut être utile pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc comme vous le voyez, voilà, je repars de cet élément d'historique que je réintègre dans ma branche et j'y vais, ainsi de suite. Donc là, au niveau, je vais faire mon squash commit, celui que je fais, que j'ai choisi. Et au niveau des options de complétion, on a quelques petites personnalisations. Donc par exemple, je peux dire, je veux compléter les éléments de travail, c'est-à-dire que ce pull request, quand il est fermé, il va automatiquement résoudre les éléments de travail qui y sont associés. Donc ça, c'est très pratique parce que quand vous utilisez vraiment la gestion du travail sur Azure DevOps, vous allez avoir une mise à jour en quasi temps réel de l'avancée du travail. Et si les développeurs ont coché cette case-là, le reporting du chef de projet sera mis à jour au fur et à mesure des avancées de code. On a également la suppression d'une branche après le merge. Une branche en Git est très éphémère, ce qui veut dire que généralement quand ma branche feature est terminée et qu'elle est réintégrée, je la supprime parce que je pars sur une nouvelle branche. On n'est pas sur la même type de typologie de branche que du TFVC, ou la même typologie de branche un peu particulière que de la branche release type client parce que je gère plusieurs versions. Et finalement, je peux cocher ici pour avoir un commit message différent, parce que je vais dire par exemple, voilà, le nom du commit de mon squash, ça va être cela. Donc, une fois que j'ai complété ce qu'on appelle le merge, j'ai tout qui va s'enchaîner comme opération. Donc là, je vois qu'Azure DevOps m'a bien supprimé la branche initiale, de telle façon que si je retourne dans mes branches, je n'ai plus la branche feature. Je vais la mettre dans All, je ne l'ai plus. Et finalement, on constate que la branche master est un cran en arrière par rapport à la branche develop. Si je clique dessus, je vois qu'effectivement, suite à mon PR, j'ai ces modifications-là qui ont été faites. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement du release branching et du pull request, on va faire le tour des 3 derniers types de branches qui existent dans le Gitflow. Alors, le type de branche fixe n'est pas forcément un type de branche qui est unanimement reconnu au niveau du Gitflow. C'est quelque chose que j'aime pratiquer quand j'ai une équipe qui est en capacité de le faire, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui peut tester mes développements avant qu'ils partent en production. Ce qui est quand même vraiment recommandé pour faire des tests exploratoires et métiers. Donc une branche fixe va partir de la branche de travail courante, qui est la branche develop, et se réintégrer dans la branche develop. Parce qu'il s'agit en fait que d'une petite correction par rapport à une fonctionnalité métier. Il ne s'agit pas d'un développement fonctionnel brut, et donc théoriquement ça ne devrait pas avoir un énorme impact. En parallèle de ça, nous avons la branche hotfix, donc qui elle correspond à un cas qui malheureusement est un peu plus répandu, à savoir un problème a été identifié sur la branche qui correspond à la version qui est déployée en production, et donc on part de cette branche-là, on crée notre hotfix, notre patch, qu'on réintègre après dans la branche qui est sur le terrain bien sûr, mais également dans la branche de travail développe. Alors cette opération de réintégration dans la branche développe ne doit se faire que si le hotfix ne concerne une fonctionnalité qui va rester ou qui ne va pas être réécrite. Il arrive qu'entre la V2 ici sur ce schéma par exemple et la V3, on peut faire un hotfix pour une fonctionnalité qui va être supprimée ou totalement réécrite au niveau de la prochaine version, auquel cas le hotfix ne va pas se retrouver dans le développe. Cependant, un hotfix part bien de la version terrain, qui correspond à un master, et se retrouve dedans parce qu'on va corriger un problème en production. Et le fait de partir de la version terrain va nous permettre d'être certain de ne pas récupérer du travail qui aurait été fait dans Develop. Au niveau du dernier type de branche, c'est la branche release, c'est-à-dire que je considère qu'à partir d'un moment, un instant T dans le temps, on va arrêter une version, donc je vais créer une branche à partir de la version courante de travail développe, que je vais appeler ma branche release, et lorsque cette version a été terminée, je fais faire dans cette branche release la préparation pour la mise en production, et une fois que toute la préparation est faite, par exemple mise à jour des fichiers de config, ainsi de suite, je vais réintégrer le résultat de cette préparation dans la branche de travail développe et dans la branche master pour créer justement une nouvelle version, donc ici sur ce schéma, la V3. L'intérêt de faire une branche de release, c'est qu'on va isoler la version qu'on va vouloir
publié par rapport à la branche de travail, permettant ainsi aux développeurs de continuer à travailler sur Develop normalement, sans avoir de risque que dans notre release se trouvent des choses à moitié terminées. Maintenant qu'on a vu les 3 derniers types de branches, vous avez vu donc feature, fix, hotfix et release, donc ça c'est les 4 types de branches qu'on va utiliser dans un guide flow classique, avec la branche fixe qui est potentiellement remise en question, ou pas, dépendant de quand vous travaillez. Il va arriver de façon quasi certaine que dans ce mode de fonctionnement, vous allez rencontrer ce qu'on appelle un conflit, c'est-à-dire une incapacité pour Git de faire la fusion entre le fichier dans votre branche et le fichier dans la branche de destination. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment résoudre ce conflit sur Azure DevOps dans la prochaine vidéo. Ici, je suis dans Azure DevOps au niveau de l'interface web, au niveau de l'onglet fichier sur la branche Develop. Créer un conflit est très simple en Git et c'est quelque chose qui va vous arriver parce que si vous êtes plusieurs à travailler, il y a de fortes chances que ça vous arrive. Si vous êtes tout seul, vous pouvez l'éviter, mais si vous bossez sur plusieurs sujets en même temps, c'est pas exclu que ça vous arrive aussi. Donc là, il faut savoir comment je vais faire pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, on va résoudre ce souci directement en ligne à l'aide de la plateforme Azure DevOps. Alors pour créer un conflit, c'est très simple, je vais déjà commencer par faire une branche qui correspond à ce que je veux faire. Donc là, ma branche, je vais partir de Develop et je vais l'appeler, en l'occurrence, vu qu'on les a vus, je vais l'appeler fix readme. Donc c'est une branche dans laquelle je vais faire un fix sur le readme. Et dans cette branche, je vais me mettre dessus, fix readme, et je vais faire une édition de mon readme en rajoutant ici détail du projet par exemple. Donc au niveau de ma branche fixe readme, j'ai ce titre en plus que je n'ai pas dans Develop. Maintenant, étant donné que ma branche fixe readme est partie du commit précédent de Develop, c'est-à-dire dans un instant temporel inférieur au commit que je vais faire maintenant dans Develop, c'est-à-dire que là je vais modifier mon readme et rajouter contact par exemple, pour dire que je vais rajouter les contacts. Donc dans Develop, alors ici je peux faire le commit uniquement parce que je me suis mis les droits d'outrepasser la stratégie de pull request de Develop, sinon je n'aurais pas eu le droit. Mais ça c'est quelque chose qui peut vous arriver si par exemple vous avez créé 2 branches à partir de Develop, vous avez fait 2 features, les 2 devs sont avancés en parallèle, ils ont touché les mêmes fichiers et un a fini avant l'autre, et donc du coup quand l'autre va réintégrer, il n'aura pas la même version de fichier et Git ne saura pas comment fusionner, il peut potentiellement ne pas savoir comment faire. Donc là, étant donné que j'ai mis contact d'un côté et que dans le readme j'ai mis détail du projet de l'autre, si je fais un pull request en demandant de réintégrer fix readme dans Develop, si je crée le pull request, j'ai un conflit ici de merge, donc effectivement j'ai également un conflit de work item que je résous de suite, mais j'ai bien un conflit de fusion. Donc ce conflit de fusion, c'est-à-dire qu'en fait le fichier a été édité des 2 côtés, à partir d'un instant temporel différent, et étant donné que je demande de réintégrer readme dans Develop et que ça a été modifié, ce fichier readme a été modifié plus récemment dans Develop qu'à partir du moment où la branche fix readme a été créée, Git ne sait pas quelle version choisir, il faut l'aider. Alors je peux l'aider de plusieurs façons, je peux par exemple récupérer la branche fix readme sur mon poste local dans mon Visual Studio ou mon VS Code et faire la fusion pour repousser en fait dans un nouveau commit la résolution de ce conflit, ou je peux le résoudre en ligne. Alors il faut savoir que de base Azure DevOps ne permet pas de résoudre un conflit en ligne, mais il existe une petite extension. Donc je vais sur le marketplace et je vais taper une recherche dans Merge Conflict. Donc cette extension, c'est la première qui sort dans le résultat, c'est Pull Request Merge Conflict Extension de Microsoft DevLabs. Donc en fait, vous allez l'installer en cliquant sur Get It Free et l'installer par rapport à votre organisation. Donc moi, pour le coup, je l'ai déjà installé. Mais ici, vous sélectionnez bien votre organisation et vous l'installez. Donc moi, ici, il me dit que je l'ai déjà installé. Si vous avez Azure DevOps Server, téléchargez l'extension pour l'installer localement. Donc une fois que vous avez installé cette extension, il y a un onglet conflit qui apparaît ici au niveau de votre gestion des pull requests. Si cet onglet n'apparaît pas parce que vous êtes dans la nouvelle interface qui est celle-ci, rendez-vous dans les preview features, désactivez le pull request experience, vérifiez que l'onglet apparaît bien et réactivez-le ou désactivez-le tout simplement pour avoir l'onglet. Donc là je me rends sur l'onglet des conflits et ici il va me lister en fait tous les conflits qui existent au niveau de ce pull request. Donc on le voit, j'ai sur la partie gauche la version qu'il y a aujourd'hui au niveau de ma branche fixe readme et la version qu'il y a au niveau de Develop. Donc je vois ici dans le petit carré de la branche concernée, et là il ne sait pas laquelle des deux il doit choisir. Donc je peux directement aller de ce menu choisir qui veut garder en fait le fichier destination, donc celui-ci, le fichier source celui-là, donc je peux choisir de garder l'un ou l'autre, ou je peux faire la résolution à la main. Donc il faut savoir qu'ici, ce format-là, c'est le format qu'utilise Git pour dire qu'il y a un conflit, c'est-à-dire que entre ces chevrons-là, qui donc part bien de la branche Develop et tous les égales, j'ai la version qu'il y a sur Develop. Et entre tous les égales et ces chevrons-là qui concernent la branche fixe readme, j'ai ce qu'il y a sur la branche fixe readme. Donc là, c'est ces lignes-là qui n'arrivent pas à résoudre. Donc moi, ce que je veux, in fine, c'est avoir un espace entre les deux. Et évidemment, je ne vais pas garder ce que Git m'a rajouté. Donc je vais rajouter contact et détail du projet. Donc une fois que j'ai résolu mon conflit, je vais appuyer sur Submit Merge qui va me dire, ben voilà, je fais un commit qui correspond à cette résolution. Et donc si je retourne dans Overview, je n'ai plus de conflit. Par contre, on remarquera que j'ai maintenant un problème au niveau des commentaires, c'est-à-dire que cette extension, par définition, va créer un commentaire qui n'est pas résolu pour bien mettre en évidence que un conflit a été résolu par le biais de la plateforme et qu'il faut le valider. Donc là, en plus, avec ma stratégie, tous les commentaires doivent être résolus. Donc ça va vous apporter l'attention en disant hey,
attention, un conflit a été résolu pour ce fichier-là sur la plateforme. Donc là, je peux le résoudre et approuver et valider mes changements pour retrouver au niveau de mon README, dans la branche développe, la dernière version qui contient contact et détail du projet. Donc ça, c'est comment on résout un conflit sur la plateforme, quelque chose qui n'est pas forcément le plus courant, mais qui peut vous éviter d'avoir à télécharger la branche en local et de gérer ça localement. Nous allons voir comment gérer intelligemment les tags et les fameuses branches release. Donc là, imaginons que mon projet est fait pour être mis en production, c'est-à-dire que le README est assez stable pour être mis en production, même si ça n'a pas tellement de sens. Je vais créer une branche release, c'est-à-dire que je vais me baser depuis la branche de travail develop et je vais arrêter une version, c'est-à-dire que je vais dire au développeur pas de commit, enfin tout du moins pas de pull request, je crée une branche release. Donc là, je vais t'appeler par exemple release V1. Et donc en fait, en faisant cette branche-là, je sécurise la version du code telle qu'elle est sur develop aujourd'hui, permettant ainsi au développeur de continuer à travailler. Donc si par exemple il y a un développeur qui dit bah tiens, moi je update le README et je vais mettre un nouveau truc, ce ne doit pas partir en prod. Donc là, c'est quelque chose qui ne peut pas partir en production. Donc là, je suis encore dans la branche de travail développe. Si je vais dans les branches et que je vais au niveau de la V1 et que je compare la branche V1 avec la branche développe au niveau, alors j'inverse les deux, parce que c'est développe qui est plus récente, au niveau de développe, j'ai bien ça ne doit pas partir en prod qui n'est pas présent sur la branche release. Et je peux le voir que si je vais dans les fichiers et que je vais bien sur la branche release V1, mon README ne contient pas ce code-là. Donc ça, la branche release, c'est quelque chose d'essentiel pour déjà préparer une livraison de prime abord, et c'est aussi essentiel pour permettre aux développeurs de continuer à travailler sur la branche développe sans être impacté par une nouvelle version qui peut être un peu plus longue que juste ce qu'on va faire maintenant. Donc dès lors que ma branche release est prête pour la livraison, eh bien je vais créer un pull request en disant voilà, elle est prête. Donc là, pour le coup, j'ai rien fait de particulier dans ma branche release, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma branche release, je vais faire, alors pour le coup, pas sur le README, mais sur le gitignore, je vais aller supprimer le fameux point DLL qu'on avait rajouté. Donc comme ça, je le nettoie. Alors, ma branche release est de fait prête pour partir en livraison. Donc je vois qu'elle est un commit en retard, c'est le fameux mise à jour du README. Un commit en avance, c'est j'ai nettoyé le gitignore en prévision de la livraison. Donc généralement, une branche release, elle va se retrouver dans develop et dans master. Donc la première chose que je fais, c'est que je réintègre l'équivalent de ma branche release dans la branche develop. Donc là, je vais la créer. Donc je m'assure qu'il n'y a pas aucun problème, donc pas de merge conflict. Et au niveau des éléments de travail, je vais le lier à un élément de travail, donc qui correspond généralement à une livraison. Donc là, quand vous faites une livraison d'une branche release, vous allez généralement lier ça plus à une épique ou une grosse fonctionnalité. Et je vais être très vigilant parce que quand je vais faire la complétion, je vais m'assurer de bien décocher delete release after merging, parce qu'en fait ma branche release, je vais vouloir la conserver pour aller la merger après dans master. Donc là, je garde le squash commit et je valide. Donc là, ma branche V1 existe toujours, et ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner la V1 au niveau de master. Donc là, je vois que j'ai directement le lien par rapport au fait que j'avais déjà des commits précédents, et je vais appeler ça V1. Donc ce lien-là est là simplement du fait que dans certains commits, j'avais lié cet élément de travail. Donc à la création de ce pull request, je vais retrouver en fait tout l'équivalent de tout ce que j'ai fait comme commit qui va se retrouver dans master. Alors on remarquera que le pull request dans master contient beaucoup moins de vérification. Je suis pas automatiquement ajouté, j'ai pas de gestion du lien de travail, ainsi de suite, étant donné que tous ces problématiques ont déjà été traitées en amont par le fait que tout a été approuvé au niveau de develop. Donc c'est quelque chose qui devrait normalement être assez lissé et ne devrait pas se ressentir. Donc je vérifie bien qu'au niveau de mes fichiers, j'ai bien une différence. Donc là, pour le gitignore, pour le coup, j'ai juste une différence de whitespace parce que je l'ai modifié et je l'ai retouché. Le README a bien été mis à jour et je retrouve bien effectivement tous mes commit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais approuver les changements, parce que j'aime bien approuver mes changements, et je vais compléter. Cette fois-ci, je vais faire un merge nord fast forward, donc c'est-à-dire je garde en fait l'historique de toutes les modifications de ma branche. Donc on voit bien que tous les autres ont été interdits. Et que là, cette fois-ci, vu que je n'ai pas la possibilité d'outrepasser la stratégie mise en place, je ne peux même pas sélectionner ces options-là parce que je suis forbidden by policy. Et contrairement à Develop où j'avais la possibilité de les outrepasser, là, je ne peux tout simplement pas. Et cette fois-ci, je vais bien supprimer ma branche release après le merge et je vais compléter mon merge. Ce qui veut dire qu'en gros, normalement, si mon système est bien pensé, c'est à ce moment-là que je vais faire une mise à jour par rapport à mon pipeline. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est une des façons de faire. Donc là, aujourd'hui, si je retourne sur les branches, je vois bien que j'ai une version master qui est en comparaison 2 en retard et 2 en avance, parce qu'effectivement, il y a un PR supplémentaire que n'a pas développe. Mais fondamentalement parlant, si je fais une comparaison avec entre master et develop, au niveau des fichiers, j'ai quelque chose de 100% identique, sauf le ce doit partir en prod du README qui forcément est sur develop. Donc au niveau fichier, je suis sur la même base. Maintenant, chose qui peut être assez intéressante, c'est de dire bah tiens, je vais marquer ce point important dans l'histoire de mon dépôt pour pouvoir y revenir ultérieurement, et c'est ce qu'on appelle les tags, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse voir quel est l'intérêt et comment on fait cela en pratique. Maintenant, il nous reste à voir la notion de tag. Donc comme on l'a déjà dit auparavant, un tag a la possibilité de marquer un point précis dans la vie de mon dépôt au niveau de la ligne temporelle pour pouvoir y revenir a posteriori, et notamment pour pouvoir
faire des comparaisons et être un peu plus efficace dans la gestion de ces points importants. Donc je vais me rendre sur la partie tag, donc ici je n'en ai pas, on le voit bien, c'est listé directement, et je vais créer un nouveau tag, et donc par exemple je vais dire le tag c'est la V1, et ce que je dois faire c'est que je dois me baser sur une branche en particulier, par exemple c'est la branche développe ou master dans son état actuel, me baser sur un autre tag, donc là j'en ai pas vu, j'en crée un, ou sur un commit particulier, donc là il va falloir le numéro de commit. J'ai de la chance, je sais que master est la version actuelle de la V1, donc ce que je fais c'est que je vais créer le tag et je vais taper livraison V1. Et donc en faisant ceci, je vais créer un tag qui est associé au commit actuel qui est sur master. Donc le numéro de commit qui est ici, je vais le retrouver au niveau de commit, si je vais sur la branche master, au numéro de commit, alors je le vois pas forcément ici, au numéro de commit qui est ici, donc 8AB256-9B, et si je vais ici, 8AB256-9B. Donc j'ai bien une corrélation avec le commit actuel sur la branche master. Imaginons maintenant que je veuille faire un hotfix sur cette branche-là, donc je vais créer une nouvelle version dans master, donc je vais aller au niveau des branches, je vais créer une nouvelle branche que je vais appeler hotfix V1 readme, parce que par exemple il y a un problème dans le readme, je crée le readme, je vais au niveau de mes fichiers, je vais éditer le readme, en rajoutant V1.1 par exemple, hop, je fais un commit. Donc là je suis en train de préparer un hotfix, donc l'hotfix comme on l'a dit, doit d'abord être déployé au niveau de master, ce qui part de master et retourne dans master. Donc ça c'est la première étape. Donc là je vais faire une approbation. Et généralement le hotfix, je m'assure quand la branche Redis qui n'est pas supprimée pour pouvoir également le fusionner au niveau de develop. Là c'est pas une opération que je vais faire directement pour la simple et bonne raison que j'ai touché le même fichier dans master et dans develop et ça va générer un conflit qui va nous faire perdre du temps. Ce qui nous intéresse ici c'est la notion de tag. Donc là je suis bien sur le tag de la V1 qui correspond à ce commit là et je vais pouvoir m'en servir en fait pour créer une nouvelle branche à partir de ce tag ou comparer en fait certaines choses. Donc par exemple là je vais faire un nouveau tag qui est la V1.1 qui correspond à master actuellement. Et donc ce qui m'intéresse c'est de dire je veux faire une comparaison entre la V1.1 et la V1 et donc je peux comparer les tags et ça va me permettre de faire ici une comparaison entre ces deux points dans le temps qui sont très importants, donc qui correspondent à ma V1 point que je viens de livrer et la V1 et je vois en fait la différence entre ces deux points que j'ai spécifiquement marqués dans le temps. L'avantage c'est que ces deux points correspondent à quelque chose de bien précis, un commit bien précis que j'ai marqué de façon un peu plus human friendly. Au lieu de retenir un numéro de commit, je vais retenir un nom de tag en disant c'est ce commit tag correspond à la V1 et celui-là la V1 point. Donc j'ai marqué un point, un jalon important dans la vie de mon dépôt et je l'ai marqué avec quelque chose de plus cohérent et compréhensible qu'un numéro de commit un petit qui est difficile à retenir. Et comme ça, je peux m'en servir pour comparer des différences de versions et avoir des comparatifs. Mais je peux également me servir de ce tag pour repartir de cette version-là. Donc par exemple, là j'ai la V1 et je me rends compte qu'en fait la V1.1, moi, alors imaginons que la branche hotfix est disparue, je peux me dire, je reprends une branche qui part de la V1 en fait, et cette branche de la V1, du coup je retrouve sur une branche from V1 où est-ce que j'ai exactement le même code que j'avais à la V1. Et donc je peux créer du coup une version où je peux créer des modifications à partir de ce point dans le temps. Donc comme on l'a vu, les tags vont me permettre de vraiment avoir des informations et des marquages bien précis de ce qui s'est passé dans le temps, vont me permettre de comparer éventuellement deux points dans le temps qui ont été très importants, et aussi finalement de repartir d'un point important dans le temps et de recréer une branche pour repartir de ce point-là. Et l'avantage du tag, c'est que même si, in fine, il ne fait que faire référence à un commit bien particulier, il est quand même beaucoup plus facile de relire ici, dans cet écran-là, les tags avec leur nom et leur descriptif que de se souvenir de ce numéro de commit-là. Le tag va nous servir majoritairement à cette opération-là. Bienvenue dans ce module où nous allons voir ensemble comment utiliser votre dépôt Azure DevOps, qui sera donc sous Git, depuis votre PC en ligne de commande ou à l'aide d'un éditeur comme Visual Studio ou Visual Studio Code. Alors quand je dis PC, je parle également aussi des Mac, parce que là je suis ici sur la page de Git, donc la page de base. On le voit, pour y accéder, on va taper git-scm.com et on ira ici sur Download, qui va nous amener sur cette page-ci.
Donc, on voit sur cette page directement que Git est disponible sur les 3 OS majeurs, qui sont macOS, Windows et Linux. Donc là, vous allez choisir en fait les étapes, vous allez choisir votre système d'exploitation et suivre du coup les étapes par rapport à votre système. Donc moi, je suis ici sous Windows, donc je vais vous montrer la démarche sous Windows. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur télécharger Git pour Windows, et une fois que le téléchargement est fait, donc voilà, je vais enregistrer ce fichier, et une fois que c'est fini, je vais lancer l'installeur. Donc le fichier est maintenant téléchargé. Alors l'installeur, moi j'ai déjà installé Git en local, donc vous allez peut-être avoir quelques petites différences. L'idée c'est de parcourir rapidement l'installeur ensemble pour que vous puissiez sélectionner les bonnes options et être sûr d'avoir la même configuration que moi. Si vous n'avez pas la même version, c'est pas très grave. Encore une fois, on est que sur du client ici, donc il y aura pas d'enjeu. Les commandes qu'on va voir sont des commandes basiques qui existent quasiment depuis l'existence de Git, donc pas d'inquiétude pour ça. Donc moi je me suis assuré de bien décocher Only Show New Options. Donc si vous n'avez pas cette case là parce qu'il n'est pas installé, bah vous pouvez passer. Et alors ici, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut réellement installer. Donc vous avez la possibilité de cocher plusieurs choses. Ce qui est assez pratique, c'est d'avoir le Windows Explorer Integration, donc Git Bash ou Git GUI here. Donc quand en fait vous faites un clic droit au niveau de votre explorateur Windows, vous allez avoir des options de menu qui vous permettent d'ouvrir directement l'interface graphique, donc minimaliste de Git, on la verra rapidement dans ce module, à l'endroit du dossier, ou d'ouvrir directement aussi également la ligne de commande Git. Cochez bien Git Large File Support, donc pour supporter les gros fichiers, parce que Git à la base ne le supporte pas très bien. J'ai gardé l'association des points Git et des points SH, et là du coup après vous avez deux options qui sont le TrueType, donc ça c'est pour utiliser en fait le lissage des polices Windows, donc c'est vraiment spécifique à Windows, ou vérifier également de façon quotidienne la mise à jour de Git. Donc ça bon, c'est à vous de voir si vous le voulez. Quand vous faites suivant, vous avez la possibilité ici de choisir l'éditeur dans lequel vous allez vouloir utiliser Git en fait comme éditeur par défaut. Vous pouvez choisir celui qui vous intéresse. Il faut savoir qu'en fait au plus il est léger, au plus ça ira vite. Donc Vim est un des plus rapides. Donc comme il est dit ici, c'est super puissant, mais ça peut être difficile à utiliser. Il est par défaut et c'est un des plus rapides. Donc je laisse comme ça. Vous avez la possibilité de choisir également la façon dont vous voulez utiliser Git par rapport à votre notion d'environnement pass. Donc moi je laisse par défaut avec la command line et les sort party software. Donc ça c'est important si vous voulez utiliser du Visual Studio ou autre. Gardez bien cette option là. Au niveau de la partie SSH, bon, soit vous utilisez quelque chose de particulier comme par exemple Putty, soit vous utilisez OpenSSH, donc moi je laisse par défaut, pareil pour OpenSSL. Au niveau du checkout, en fait, ça va être par rapport à vos fichiers texte. En fait, la différence entre Windows et Linux existe pour les fins de ligne. Donc vous pouvez, étant donné que vous êtes sur Windows, utiliser le checkout Windows, c'est-à-dire que quand vous récupérez les infos, vous les avez au format Windows. Donc comme ça, quand vous l'ouvrez avec votre éditeur, il va vous dire que du coup, il n'y a pas de problème parce qu'il connaît les fins de ligne Windows. Par contre, quand vous allez envoyer vers le serveur, il va rebasculer les fins de ligne Windows en fin de ligne Linux. Donc ça, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est-à-dire comme ça, quand vous récupérez, il fait la transformation si nécessaire. Donc comme ça, du coup, vous avez automatiquement pas de problème de fin de ligne. Et quand il envoie, vous gardez la version Linux qui est celle recommandée par défaut. Sinon, vous avez deux autres possibilités, c'est soit de vous récupérer tel quel, et quand vous envoyez, quand vous faites le commit, il va retransformer ça en Unix. Donc si vous le faites tel quel, il est possible que vous ayez un format de ligne au format Windows, ou sinon vous laissez tout par défaut en disant tu t'en occupes pas, je le récupère tel quel et je l'envoie tel quel. La sécurité veut qu'on coche la première case. Donc moi je le laisse par défaut. Au niveau ici de l'émulateur pour Git Bash, on peut utiliser MinTTY qui est un petit peu plus sympa, un petit peu plus sexy au niveau de la console. Ici, option importante, il va falloir que vous cochiez bien le Enable Git Credential Manager parce qu'en fait il va se plugger à Windows et va permettre en fait d'utiliser Visual Studio Team Services et GitHub. Donc ça en fait, ce qui s'appelle ici Visual Studio Team Services, c'est Azure DevOps. Avant ça s'appelait Visual Studio Team Services, maintenant c'est Azure DevOps. Donc si vous n'avez pas cette case de cocher, vous ne pourrez pas utiliser Azure DevOps, vous serez obligé de modifier votre installation Git pour l'avoir. Donc là je laisse tout par défaut et j'appuie sur Install, ce qui va lancer l'installation. Donc à la fin de l'installation, vous avez la possibilité de voir les notes de la mise à jour concernée, donc voir qu'est-ce qui a été modifié, ou de lancer directement Git Bash, donc là ça ne nous intéresse pas. Donc ici voilà, Git a été installé sur mon système, de telle sorte que si je lance ici une ligne de commande et que je tape Git, je vois en fait l'aide qui s'affiche, donc ça c'est bon. Donc j'ai bien en fait les commandes Git qui sont là, donc maintenant dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser Git en ligne de commande pour interagir avec Azure DevOps. Donc maintenant, on va commencer par voir la ligne de commande. Donc ici, je suis dans un répertoire qui est dans mon dossier personnel sous Windows, dans un répertoire Udemy. Donc il y a deux façons de travailler avec Git. Soit vous allez directement vous plugger à Azure DevOps, soit vous allez créer un dépôt local que vous allez après envoyer sur Azure DevOps. Donc on va commencer par voir cette dernière option, créer un dépôt local. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire que je vais appeler Git local. Je vais me rendre dedans. Et une fois dans ce répertoire Git local, je vais dire, je veux créer ici un dépôt Git avec lequel je veux pour commencer à travailler. Et cette commande s'appelle Git init. Donc on le voit, j'ai créé ici un dépôt Git vide. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous créez un projet sur Azure DevOps et que vous allez sur l'onglet Files. En fait, il a juste effectué la commande Git init. Cependant, une fois que je suis dans ce répertoire Git init, dans ce dépôt Git, je ne peux rien faire. Il a juste été initialisé. Donc ici, je vois qu'il a créé un répertoire .git. Donc ça, avec le point en avance avant le nom du dossier ou du fichier sous Linux, ça veut dire qu'il est caché. Donc ici, j'ai un répertoire .git qui contient en fait les infos de mon dépôt Git. Et donc je vais pouvoir commencer à travailler. Il faut savoir, comme on l'a vu avec l'assistant Azure DevOps, que tant que je n'ai rien fait dans ce dépôt Git, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Par exemple, typiquement, si je veux créer une nouvelle branche, que je veux créer la fameuse branche Develop, je vais avoir une erreur qui va me dire fatal, not a valid name, object name master, ce qui veut dire qu'en fait, on est obligé de faire un commit initial, donc de créer au début quelque chose, un premier fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un git ignore, et je vais faire ça à l'aide de l'explorateur de fichiers.
Donc là, je suis dans l'explorateur Windows au niveau de mon répertoire Git. Donc on voit ici le dossier .git. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier texte que je vais appeler .gitignore, dans lequel je vais mettre les infos. Donc je vais faire l'éditer avec en fait un bloc-notes tout simplement, et dedans je vais mettre le contenu du fichier Git, le contenu d'un fichier Gitignore. Donc là ici j'ai choisi le Gitignore de Visual Studio, donc le même que celui qu'on a sur notre dépôt. Donc une fois que j'ai cette opération qui est faite, j'ai un fichier qui a été créé, et ce que je dois faire, c'est que je dois me rendre au niveau de la console pour pouvoir l'ajouter au niveau de mon dépôt Git. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la commande git add en lui disant ajoute le fichier, et je vais dire ajoute-moi le fichier Gitignore. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle l'indexation. Donc, si vous vous rappelez du PowerPoint dans les modules précédents, j'ai fait un stage, c'est-à-dire que j'ai préparé ce fichier pour pouvoir être commit, donc être sauvegardé dans mon dépôt Git local. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais dire, je vais faire un commit. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je tape juste git commit, et auquel cas, il va m'ouvrir le fameux Vim qu'on a configuré pendant l'installation pour pouvoir me demander en fait le message d'un commit, parce que les messages de commit sont obligatoires avec Git. Soit je tape -m et je mets mon message que je vais appeler ici, par exemple, initial commit. Donc en faisant ceci, j'ai fait mon premier commit au niveau de Git. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé la branche master avec mon premier commit, qui est obligatoire. Donc après la l'init, je fais ce premier commit. Donc c'est ce qui s'est passé sur Azure DevOps quand vous avez été tout en bas, vous avez cliqué sur initialize, vous avez pris le readme et ou le Gitignore, enfin tout du moins un des deux. Il a fait ce premier commit qui a créé la branche master. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser par exemple le git branch qui va me lister des branches, et là on voit avec la petite étoile que je suis sur la branche master que c'est la seule qui existe et qu'il y a eu justement un fichier qui a été ajouté, donc l'information a bien été créée. Et donc je suis maintenant en capacité par exemple de créer de nouvelles branches. Par exemple, si je vais créer la branche develop pour pouvoir commencer à initialiser mon dépôt, comme ça, je vais créer git branch develop, et du coup quand je tape git branch, je vois effectivement que j'ai créé une branche develop. Je ne suis cependant pas sur la branche develop, je l'ai juste créée, c'est-à-dire que j'ai une branche develop qui a été créée, donc créée à partir de la branche où je suis actuellement, donc la branche master, et ce qui veut dire qu'en fait, je suis parti du même point, comme si sur Azure DevOps j'avais fait le petit plus et que j'étais parti. Pour changer de branche à l'aide de la commande git, je vais taper git checkout, donc en fait je veux extraire la branche et je vais dire develop, et donc là on voit qu'il me dit qu'il a changé vers la branche develop. Donc en fait, maintenant que j'ai fait ça, je peux rafficher la liste des branches et je vois cette fois-ci que je suis sur la branche develop avec une petite étoile. Donc ça, ce sont les commandes qui vous permettent d'initialiser un dépôt Git local, de faire votre premier commit pour créer la branche master, créer la branche develop et faire un checkout sur la branche develop. Donc on va pas aller beaucoup plus loin dans la création de l'initialisation d'un dépôt local. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir comment récupérer un dépôt sur Azure DevOps localement pour pouvoir commencer à le traiter et voir les quelques commandes suivantes qui vont nous permettre de récupérer et d'envoyer des infos vers le serveur. Donc avant de voir comment est-ce que je peux récupérer mon dépôt depuis Azure DevOps en local pour commencer à travailler, je vais voir comment je peux envoyer mon dépôt local sur Azure DevOps. Donc pour pouvoir voir si mon dépôt local est déjà lié à un dépôt distant, j'ai la commande git remote, donc là ça ne m'affiche rien, et j'ai également la commande git remote-v qui me donnera une liste un peu plus avancée, qu'on va le voir, mais qui m'affiche toujours rien, ce qui veut dire qu'en fait aujourd'hui mon dépôt Git est 100% local, rattaché à aucun dépôt distant. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Azure DevOps, je vais créer un nouveau dépôt qui va héberger mon dépôt local, donc ici je vais l'appeler repo git local par exemple, je vais m'assurer de décocher le add readme et le add gitignore qui soit bien sur none, il faut être certain. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu il y a quelques vidéos, si je choisis d'ajouter un fichier et que je demande à Azure DevOps de créer ce fichier, il va me faire le premier commit, et comme on l'a vu, le premier commit va créer la branche master et va initialiser mon dépôt. Là ce que je veux, c'est que Azure DevOps fasse un git init en fait, qui soit totalement vide et sur lequel je vais pouvoir aller envoyer mon dépôt à moi. Donc je m'assure que add readme est bien décoché et que je n'ai pas de gitignore, et j'appuie sur create, et là je retourne sur le fameux assistant qu'on a déjà vu dans ce cours, qui me dit qu'est-ce que tu veux faire. Donc je vais m'assurer de ne pas utiliser cette option là, surtout pas, vu qu'on a décoché le add readme et le gitignore, je ne veux pas le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les commandes qui sont ici. Donc le git remote, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc là, en fait, je vais utiliser la commande add par rapport à un git, par rapport à la commande remote, et je vais dire ajoute-moi un dépôt distant, son petit nom c'est origine, et voilà l'URL. Donc je vais copier cette commande et je vais la mettre au niveau de ma ligne de commande. Donc ici, j'ai un git remote add origine, où est-ce que je fais ça, donc c'est exactement la même, et je vais l'ajouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des informations d'un dépôt distant, qui s'appelle en l'occurrence origine, origine parce que c'est le dépôt distant par défaut avec qui je vais communiquer pour toutes les opérations, et donc l'accès à ce dépôt distant se fait par l'URL suivante. Donc si je retape git remote pour me lister les dépôts distants, je vois bien que maintenant j'ai origine à la suite de cette commande. Et si je tape git remote-v, j'ai bien origine qui est listée deux fois, une fois pour le fetch, une fois pour le push. Donc la notion de fetch et de push, on le verra un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, je ne vais pas passer de temps dessus. Donc là, étant donné que mon remote a été configuré, maintenant ce qu'il faut que je dise, c'est bien envoie toutes les informations que j'ai en local vers le dépôt distant, et c'est la deuxième commande que nous donne Azure DevOps qui dit je vais faire un push vers origine et je veux tout mettre dedans. Et donc en exécutant cette commande-ci, la première chose qui devra arriver sur votre ordinateur, c'est que Git vous demande de vous authentifier. Donc il va afficher la fenêtre pour vous authentifier. Moi c'était déjà le cas, je suis déjà authentifié, donc peut-être que vous ne l'aurez pas, mais si vous l'avez, pensez à bien utiliser un compte qui a le droit d'écrire sur Azure DevOps, typiquement le compte avec lequel vous êtes connecté ici, pour éviter tous les problèmes. Et là, après, je vois que Git a fait les opérations en disant j'ai analysé les objets et j'ai créé les branches en distant. Donc si je reviens sur Azure DevOps et que j'actualise, je n'ai plus l'assistant parce que je l'ai bien initialisé, mais je retrouve mon fichier Gitignore avec le commit concerné et mes deux branches. Donc comme ça, vous avez vu comment vous pouvez sauvegarder votre dépôt local avec lequel vous allez travailler sur Azure DevOps. Donc utiliser un dépôt local, même si vous n'avez pas envie d'utiliser Azure DevOps, c'est quand même une bonne pratique pour avoir ces fonctions de sauvegarde, de retour dans le temps et de travail en incrémental. Donc maintenant qu'on sait comment faire pour sauvegarder un dépôt local en distant, on va voir l'opération inverse. Comment est-ce que je peux récupérer un dépôt distant, donc en l'occurrence le dépôt avec lequel on a travaillé depuis le début de ce cours, comment est-ce que je peux le récupérer localement et commencer à travailler. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.
Maintenant qu'on a vu comment s'occuper d'un dépôt local et le synchroniser avec Azure DevOps, on va voir l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on a un dépôt sur Azure DevOps et on veut le récupérer localement pour travailler avec. C'est le cas généralement le plus courant avec lequel on va vouloir travailler. Donc ici, je suis de nouveau à la racine de mon répertoire Udemy et ce que je vais faire, je vais créer un répertoire qui porte le même nom que mon dépôt. Alors là, on est totalement libre. Moi, j'ai choisi de faire le même nom. Il n'y a pas de contrainte forte avec le nom du répertoire dans lequel vous allez travailler. En fait, là, où ce qui va y avoir des contraintes, c'est dans tout ce qui va se passer dans le dépôt. Après, vous le stockez où vous voulez. Il n'y a vraiment pas de contraintes comme il pouvait y en avoir à l'époque avec du TFVC, avec un système d'arborescence de dossiers qui était quand même plutôt rigide. Donc ici, je me rends dans ce répertoire. Donc si j'affiche la liste des fichiers, il n'y a rien. Et je vais voir comment est-ce que je peux récupérer le dépôt distant. Alors, cette opération de récupération s'appelle un clone. Tout simplement parce que, comme on l'a dit de nombreuses fois, Git travaille localement et un dépôt Git contient toutes les fonctionnalités d'un contrôle de code source. Donc vous pouvez faire des retours en arrière, des commits et tout ça. Et donc étant donné que on va vouloir récupérer toutes ces opérations, on va faire ce qu'on appelle un clone. Donc ici, si je retourne sur Azure DevOps, j'ai sur mon dépôt Git, donc j'ai bien choisi celui-ci. J'ai le bouton ici clone. Donc le clone qui ressemble beaucoup au bouton qu'on avait quand on avait l'assistant. Donc si je clique dessus, il va m'afficher un petit panneau latéral qui me permet d'avoir les informations de clone. Donc déjà, plusieurs choses à savoir sur cette notion de clone. Vous avez un lien HTTPS et un lien SSH qui va vous permettre de cloner votre dépôt à l'instar de ce qu'on, pour le moment, on travaille que avec HTTPS. C'est la façon la plus simple. On peut également travailler avec du SSH. Ce n'est pas vu dans le cadre de ce module pour le moment, parce que c'est quand même quelque chose d'assez avancé. Là, on va rester en HTTPS, qui nous suffit largement pour le moment. Donc ici, je vais retrouver l'URL de mon dépôt Git, donc qui ressemble beaucoup à celle qu'on a mis quand on a défini origine. Donc cette URL, je peux la générer, et je peux également avoir un bouton ici qui me permet de générer des credentials, c'est-à-dire un couple de utilisateurs mot de passe, non utilisateur mot de passe, qui va me permettre de cloner ce dépôt sans utiliser un compte Azure DevOps enregistré dans Windows. Donc ça peut être très pratique pour pouvoir récupérer ces credentials pour utiliser une plateforme tierce. Par exemple, si vous avez un système de build automatisé, que vous voulez faire un clone du dépôt, vous pouvez générer des accès Git qui vont faire en sorte qu'au lieu d'utiliser directement votre compte personnel Microsoft qui est connecté à Azure DevOps ou un compte d'entreprise, vous avez ici des credentials qui sont limités uniquement à ce dépôt, sur ce projet, dans cette organisation, dans cette collection. Ça va limiter les failles potentielles de sécurité que vous auriez eu si vous avez exposé votre compte directement. Là, pour le coup, moi je ne vais pas l'utiliser, mais si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez avoir en fait une génération de credentials, parce que vous allez avoir l'username et le mot de passe, et il est bien précisé ici que le mot de passe n'est pas stocké. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez fermé cette fenêtre, vous n'aurez plus accès à ce mot de passe. Le mot de passe est volontairement en rallonge pour éviter le brute forcing. Donc, je vais choisir de cloner avec cette URL directement en HTTPS, et ici je vais le faire en ligne de commande, donc je ne vais pas utiliser la notion d'IDE. De toute façon, on verra comment utiliser l'IDE directement pour aller cloner ces informations-là. Donc, je clique sur le bouton pour faire la copie dans le presse-papier, ou je vais sélectionner tout le texte et je fais CTRL-C, et je me rends au niveau de ma ligne de commande. Donc ici, la ligne de commande est relativement simple. Je fais un git clone et je tape l'URL, tout simplement. Donc là, on va voir qu'il va me cloner ce dépôt. Donc c'est peut-être une opération que vous avez déjà faite avec des prestataires comme GitHub qui vous donnent en fait la possibilité de cloner des dépôts sans être authentifié. Encore une fois, ici, s'il vous demande l'authentification, pensez à bien vous authentifier avec votre compte pour avoir toutes les infos. Et là, si je fais un ls, je vais retrouver en fait le nom de mon dépôt. Donc ici, j'ai une hiérarchie un petit peu bizarre, mais j'ai voulu garder cet aspect un peu plus propre de faire ça dans un dossier séparé. J'aurais pu le cloner également à la racine de mon dossier Udemy et ça m'aurait gardé une hiérarchie un peu plus cohérente. Bon bref, là encore une fois, je le répète, la hiérarchie de dossier n'a pas tellement d'importance. Par contre, si je vais dedans et que je fais un ls, je vais retrouver mon gitignore et mon readme, donc qui correspond à ce que j'avais ici sur Azure DevOps. Donc ce qu'on va pouvoir faire rapidement, c'est constater que au niveau des branches, je suis extrait uniquement sur la branche par défaut. Donc on avait mis sur ce dépôt la branche développe par défaut. Donc en faisant un clone, il faut savoir que Git va prendre la branche par défaut et vous mettre dessus. On remarquera également qu'il n'a pas récupéré les autres branches. C'est-à-dire qu'ici, quand j'affiche la liste des branches, il va juste m'afficher la liste des branches locales. Donc si je veux afficher les branches qui sont également distantes, je vais taper un git branch-a pour all, et là je vois toutes celles qui sont sur remote. Donc là ici ça commence par remote, / le nom du remote, et toutes celles qui existent à ce niveau-là. Donc après, je peux les extraire pour les avoir en local, parce que par défaut, je n'ai que la branche locale. Ceci dit, on remarquera que le clone me renvoie quand même les métadonnées des branches qui existent sur du distant. Alors, cette notion de fetch, de push, et ainsi de suite, on va l'aborder maintenant, un peu plus rapidement. Donc il y a effectivement 3 commandes pour interagir avec le dépôt git distant. Donc par défaut, ce sera origine. Donc la première, c'est git fetch. Donc cette notion de git fetch va en fait récupérer les métadonnées de ce qui s'est passé sur votre dépôt à un niveau global. Donc pour simplifier un petit peu de ce que va faire le git fetch, par rapport à la branche sur laquelle vous êtes, il va récupérer les différences entre ce que vous avez en local et ce qu'il y a en distant. Donc il va comparer le commit local et le commit distant et voir si c'est les mêmes ou pas, et si c'est récupérer en fait la liste des commits qu'il y a en plus sur le local. Alors quand je dis récupérer la liste, ce n'est pas récupérer les fichiers et les appliquer, mais c'est bien récupérer les métadonnées comme quoi il existe 1, 2, 3, 4 commits supplémentaires qui concernent tel ou tel fichier. De la même façon, il va récupérer également la liste des branches. Donc là, si je fais branche tirage, j'ai toujours les mêmes. Ce que je vais faire pour illustrer mon propos, je vais me rendre sur ici, je vais créer par exemple une nouvelle branche que je vais appeler feature et je vais l'appeler my feature. Donc je crée cette nouvelle branche. Donc cette branche existe bien sur Azure DevOps. Si je retourne au niveau de mon dépôt local et que je tape branche tirage, elle n'apparaît pas. Si je fais par contre un git fetch et que juste après, déjà on le voit ici, le git fetch me renvoie les infos, mais que juste après je raffiche la liste des branches, je vois bien ma branche qui est ici. Donc il faut savoir que votre dépôt local ne se synchronisera jamais automatiquement avec le dépôt distant, et pour pouvoir commencer à travailler efficacement, je vais faire un fetch, donc renvoie-moi les métadonnées des différences par rapport à ma branche et par rapport aux autres branches. Donc là le fetch me renvoie juste les infos comme quoi ça existe. Ce qui veut dire que si je veux faire un check-out de cette branche qui a été créée, je suis obligé de faire un fetch avant pour pouvoir récupérer l'info comme quoi il existe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le git pull. Donc le git pull, c'est en fait, il va faire l'opération de récupération des dernières modifications et les appliquer localement. Donc par exemple, je suis sur la branche développe. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir rapidement le fichier gitignore.
Donc pour l'ouvrir, j'ai tapé notepad.gitignore, donc ça va m'ouvrir ici dans le notepad, et je vois ici que la première ligne c'est ignore Visual Studio Temporary Files, voilà. Donc je vais me rendre sur Azure DevOps, au niveau des fichiers de ma branche Develop, et ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mon gitignore, je vais supprimer ce commentaire initial pour commencer directement par User Specific Files, je fais le commit, et je le mets à jour. Donc ici dans ma branche Develop, je n'ai plus le commentaire initial. Donc si je raffiche le notepad, je l'ai toujours, donc le notepad ne se mettant pas en jour en live, je vais le refaire. Donc là, ici, du coup, je vais le réouvrir le gitignore local, je vois que j'ai toujours ce fameux commentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git pull pour dire récupère-moi les différences. Et donc là, en fait, git va m'afficher ce qu'il a fait. Donc ici, en l'occurrence, il va remarquer qu'il y a une différence entre le develop local et le develop origine, qui va se mettre à jour au niveau des commits, et que, en l'occurrence, sur le fichier gitignore, il y a eu une modification de 5 choses, et que ces 5 choses sont des suppressions. Donc j'ai un petit pictogramme sous forme ici de moins ou de plus, qui me permet de savoir si c'est des ajouts ou des suppressions. Et si je rouvre de nouveau mon gitignore avec notepad, je vois que je n'ai plus le commentaire initial. Donc le git fetch récupère les métadonnées et ne modifie pas les fichiers, alors que le git pull va récupérer les fichiers et mettre à jour votre dépôt local par rapport à la dernière version sur le dépôt distant. Finalement, git push va vous permettre en fait d'envoyer vos modifications sur le serveur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, je vais supprimer par exemple ce premier commentaire, user specific file, je vais faire un save. Donc là, étant donné que j'ai modifié mon fichier, la première chose, c'est de faire un git add de mon gitignore pour dire je l'ajoute au niveau des fichiers devant faire partie du prochain commit. Je fais un commit qui est modifier gitignore. Donc comme ça, en fait, je fais ça. Alors hop, j'ai oublié le "-m", je fais ça dans mon dépôt local pour faire le commit au niveau de mon dépôt local. Par contre, si je vais ici au niveau d'Azure DevOps et que j'actualise, j'ai toujours le commentaire user specific file. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est de basculer ici et de faire un git push pour dire envoie mes différences locales vers Azure DevOps. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre tous les commits que j'ai fait et les envoyer sur Azure DevOps. Donc ici, déjà, j'ai un warning comme quoi ce push a bypassé les stratégies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a mis en place. Donc là, comme je vous avais dit dans le module d'introduction, il faut vraiment porter une attention particulière aux messages qui sont remontés par le client de votre gestionnaire de code source. Typiquement, là, j'ai un warning parce que j'ai les droits. Et si je n'avais pas les droits, en faisant un git push, j'aurais une erreur. Et cette erreur aurait été affichée ici. Donc par contre, si je retourne maintenant sur Azure DevOps et que j'actualise, je vois bien qu'ici mon commentaire a bien été supprimé. Donc vous avez les connaissances de base pour récupérer un dépôt Git en local, travailler avec et mettre à jour votre dépôt distant, et vous avez également l'opération inverse maintenant pour pouvoir créer votre dépôt local et l'envoyer vers du distant. Donc vous savez comment interagir vers et depuis Azure DevOps. Donc maintenant on va s'arrêter sur la partie ligne de commande, parce que comme je l'ai dit, c'est pas un cours sur Git, c'est vraiment voir comment je peux interagir avec Azure DevOps. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser Visual Studio Code et Visual Studio pour pouvoir remplacer l'utilisation de la ligne de commande et avoir une interface graphique qui va nous simplifier le travail et nous permettre de travailler directement dans un environnement qu'on connaît. Maintenant, nous allons voir comment travailler avec Azure DevOps et Visual Studio 2019. Il s'agit ici de la version Windows. Donc, Visual Studio 2019 est la version recommandée par Microsoft pour travailler avec Visual Studio pour Windows. Et la version 2019 est celle qui est la plus aboutie pour l'intégration de Git. À savoir que, historiquement, Visual Studio travaillait avec TFVC, donc l'autre gestionnaire de code source, et que depuis la version 2013 ou 2012, Microsoft a prévu une intégration de Git à Visual Studio. Ce n'est qu'à partir de la version 2017 qu'on a une vraie intégration qui utilise vraiment le workflow Git. Donc, il est recommandé, si vous voulez travailler avec Azure DevOps et Git, d'être au minimum sur la version 2017, mais tant qu'à y être, autant être sur la 2019. Donc ici, pour pouvoir travailler, j'ai plusieurs façons de faire, mais le plus simple, c'est de taper ici directement sur cloner ou extraire du code, et je vais cliquer sur Azure DevOps, ici, qui va m'emmener en fait vers la liste de tout ce que j'ai comme compte sur Azure DevOps. Donc là, j'ai devazure.com, et ici, je vais avoir pas mal de toutes mes organisations qui vont ressortir ici, et je vais choisir celles qui m'intéressent, donc HTS Formation, et dans ce HTS Formation, je vais choisir Repo Git, et là, je vois mes deux dépôts ici, donc Repo Git et Repo Git local, et ce qui m'intéresse, c'est de prendre Repo Git sur lequel j'ai travaillé. Ici, en bas, je peux choisir le chemin pour le modifier, et donc je vais cliquer sur le bouton cloner, qui va faire exactement l'opération qu'on a vue tout à l'heure en ligne de commande, qui est git clone. Donc en cliquant sur ce bouton-là, je demande à Visual Studio de se connecter et de cloner en fait tout ça en local. Et je vois ici dans la partie droite qui s'appelle Team Explorer. Donc une fois qu'il l'a fait, il est passé en vue dossier, c'est-à-dire qu'il m'a cloné le dossier ainsi que les fichiers. Et donc je retrouve ici dans le Team Explorer en fait le lien avec Git. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci en plus grand pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, on va pas passer énormément de temps à présenter comment Git fonctionne avec Visual Studio. Mais rapidement, si vous êtes dans les paramètres du référentiel, vous allez pouvoir trouver votre dépôt distant qui est origine et retrouver en fait les infos qu'on avait quand on faisait un git remote-v. Donc récupérer, ça veut dire c'est fetch, et push, ça reste push. Donc vous pouvez directement ici piloter la gestion de vos dépôts distants à partir de Team Explorer. Vous retrouverez également dans Team Explorer la notion de branche. Donc ici on a la branche locale sur laquelle on extraite et toutes les branches qui font partie de remote origin. On remarquera que l'utilisation du préfixe nous donne un petit dossier qui est un petit peu plus esthétique et un petit peu plus facile pour s'y retrouver. Si je veux extraire une branche avec Visual Studio, je vais tout simplement double-cliquer sur la branche. Ça équivaut à faire un git checkout de la branche et je me retrouve donc sur la branche concernée. Une fois que la branche a été extraite, au niveau de l'affichage des dossiers, en fait, tout va être mis à jour. Donc là, je n'ai pas de différence de fichier, mais ça va se mettre à jour. Si vous avez une solution .NET et que vous avez ouvert une solution en particulier, votre solution va se rafraîchir, va même se recharger si elle en a besoin. Donc une fois que je décide de faire une modification sur un fichier, donc je double-clique sur le fichier par exemple gitignore. Donc dans mon gitignore, je vais de la même façon supprimer ici ces éléments. Visual Studio, dès lors que je sauvegardé, dispose de quelque chose qui va surveiller en temps réel mes modifications. Donc en fait, dès que je sauvegarde un fichier, on le voit ici en bas, j'ai le petit crayon qui me montre les modifications et je vois les modifications qui sont prêtes, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où je fais un CTRL S dans Visual Studio,
il va se charger de faire un git add de mon fichier, à peu de choses près, et dire voilà, ce fichier est prêt à être modifié, vous pouvez, on peut le gérer. Donc le git add en vrai c'est l'indexation, donc si je fais un clic droit sur le fichier et que je fais indexer, c'est l'équivalent du git add et ça fait partie de ceux que je vais vouloir faire comme commit. Mais quoi qu'il en soit, Visual Studio va surveiller en live c'était les modifications, donc ici si par exemple je vais également modifier le readme et que je fais entrer, je vois une petite coche orange ici qui apparaît et je vois que j'ai 2 modifications, et cette fois-ci j'ai une petite étoile parce que je n'ai pas sauvegardé. Si je ne sauvegarde pas et que je reviens en arrière, j'aurai toujours une petite étoile alors que je n'ai pas de modification, j'ai juste fait un saut de ligne et je l'ai supprimé, mais si je sauvegarde, Visual Studio me fait le delta en temps réel pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Donc ici, j'ai mon gitignore qui a été modifié. Si je double-clique sur le gitignore, j'ai un comparatif qui me montre en fait les différences entre la version d'avant et ma version actuelle. Donc ici, je vois en rouge les lignes qui ont été supprimées. Donc ça, c'est quelque chose que vous voudrez probablement faire avant de valider votre code par un commit. Une fois que je veux valider, je dois rentrer un message de validation obligatoire. Donc ici, je vais dire modifier le gitignore et je peux valider tout. Alors valider tout, ça veut dire tout simplement faire un commit dans mon repo git local. Si j'ai la petite flèche sur le côté qui va me faire un valider, valider pousser et valider et synchroniser. Donc, ce que je vais faire, c'est valider tout, comme ça je vais vous montrer ce qu'on peut aller faire la synchronisation et les modifications. Donc déjà une fois que j'ai validé, je vois ici le numéro de commit en fait, donc une validation c'est un commit, donc je vois le numéro qui s'affiche ici dans la petite infobulle, et en bas je vois qu'il y a une modification qui n'a pas été envoyée vers le serveur. C'est-à-dire que ici j'ai un commit local qui n'est pas envoyé vers le serveur. Si je double-clique dessus, je vois les modifications et je peux redouble-cliquer dessus pour voir la modification du fichier concerné. Donc ce que je vais m'intéresser ici, c'est de faire le push. Alors en fait ici sur cet écran, donc pour y accéder à partir du Explorer, je vais aller sur la partie synchronisée, où je clique ici directement et ça m'amène ici également. Donc je vais voir ici en premier lieu les validations sortantes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu pour sortir, donc avec un push, les validations entrantes avec récupérer et tirer. Donc récupérer va me récupérer les métadatas tant au niveau des commits que j'ai récupérés, donc la liste des commits à récupérer ainsi que les nouvelles branches éventuelles, et tirer me récupère le contenu véritablement et va modifier mes fichiers localement. Alors Visual Studio offre une fonctionnalité qui s'appelle la synchronisation. En fait, il faut savoir que ces opérations fetch, pull et push doivent être faites dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord récupérer les métadonnées, tirer les modifications distantes pour les fusionner dans notre code local et puis pousser nos modifications. Pourquoi? Tout simplement parce que si dans votre branche quelqu'un d'autre a travaillé, vous avez envie que vos modifications et les siennes soient fusionnées de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de code ni d'un côté ni de l'autre. Et en fait, le raccourci synchronisé de Visual Studio permet tout simplement de faire ça. Donc si je clique sur synchroniser, Visual Studio fait toutes les opérations pour moi. Donc voilà, il fait un tirage, donc un pull et un push, et il envoie tout ça vers Azure DevOps. Ce qui veut dire maintenant que si je me rends sur Azure DevOps, sur la branche From V1, mon gitignore a été mis à jour. Me voici sur Azure DevOps, donc j'ai déjà ouvert le fichier gitignore, je vais simplement changer de branche et je vais pouvoir constater effectivement que en haut, il n'y a plus les commentaires. D'ailleurs, Azure DevOps a remarqué que je suis dans une branche qui n'est pas la branche par défaut, et donc me met ici une petite notification disant vous avez mis à jour cette branche-là, voulez-vous créer un pull request, et donc ce bouton créer pull request me permet directement d'accéder à la fenêtre de pull request déjà préconfigurée. Maintenant, une dernière chose au niveau de Visual Studio, c'est comment je peux faire le lien entre mes modifs et le travail. Donc ici, je rajoute du texte dans mon readme que je sauve, donc je vois ici que j'ai bien les modifications, et ce que je peux faire directement pour avoir les modifications du travail, c'est rentrer ici un dièse suivi du numéro d'éléments de travail, donc par exemple le 27, et comme ça je vais lier cet élément de travail à ce commit en fait, et quand je vais envoyer tout sur Azure DevOps, il fera directement le lien. Alors là, j'ai normalement une fenêtre d'autocomplétion et elle ne s'affiche pas, tout simplement parce que dans les connexions, je n'ai pas été connecté directement au dépôt, c'est-à-dire j'ai pas de connexion ici à proprement parler. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est faire une connexion à un projet qui va rouvrir cette fenêtre, et dans cette fenêtre, je vais aller sélectionner le projet sur lequel je suis. Donc là, on est sur repo git, donc je vais faire connexion, et donc en fait connexion, on voit que j'ai plus d'éléments, notamment éléments de travail qui apparaît ici, et donc quand je vais dans modification et que je pense taper dièse, Visual Studio va faire en sorte de me récupérer certaines informations. Alors, cette petite technique ne marche pas systématiquement, donc là, comme par exemple, on le voit, ça n'a pas forcément fonctionné. Par contre, ici, je peux directement aller chercher un élément de travail, par exemple le 27, faire un ajout, et je vois directement l'élément de travail qui a été ajouté. Alors, le dièse ici, dans mon cas, n'a probablement pas marché parce que Visual Studio fait une recherche des éléments de travail dans le cadre de mon projet, et cet élément de travail dans un autre projet. Donc, si vous avez bien tout configuré au niveau de votre Azure DevOps, vous devriez pouvoir avoir ici, quand vous tapez dièse, une liste d'éléments de travail. Vous pouvez directement, si vous connaissez l'ID, l'ajouter. De la même façon, si je fais supprimer, je peux le délier. Donc, en faisant ceci, donc par exemple dièse27, je vais directement lier cet élément de travail, ce commit, à ce commit. Donc par exemple, je vais faire sur le 26, je vais valider et pousser. Donc ici, je fais dièse26, je vais retourner au niveau d'Azure DevOps. Donc au niveau d'Azure DevOps, je vais actualiser la partie pull request et je vois que l'élément numéro 26 est lié directement ici à mon pull request parce qu'en fait il a été lié au commit grâce aux commentaires. Donc comme ça vous avez une petite vue rapide de comment utiliser Git avec Visual Studio. Le but évidemment est de rester focus sur Azure DevOps. Donc quelques petites astuces qui vous permettent d'utiliser Git avec Visual Studio pour être plus productif tout en restant dans votre environnement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés qui ont eu lieu dans les nouvelles versions de Visual Studio 2019 depuis un certain temps. Alors, à date de tournage de vidéo, VS 2019 est finalisé, c'est-à-dire qu'il ne recevra que des mises à jour de sécurité. Donc si je vais voir la version de mon Visual Studio 2019, je suis en version 16.11.3, alors vous pouvez être en .4, .5, .30, ça ne change rien. La version 16.11 est la dernière en date, donc je vais vous montrer ce qui a changé. En fait, par rapport à la vidéo précédente où je vous montrais dans une version antérieure à cette version-ci, il y a eu des remaniements de la part de l'équipe de Visual Studio pour créer une expérience et une interface centralisée autour de Git. Avant, on trouvait les fonctionnalités Git dans le Team Explorer. Maintenant, ça a été déplacé à part entière. On peut voir ici au-dessus que j'ai maintenant un élément de menu qui s'appelle Git. Donc on a toujours en bas ici les différents raccourcis rapides pour accéder à Git. Donc ici, en cliquant sur ce premier raccourci, on va pouvoir trouver les
actions de communication avec Git les plus courantes, à savoir le fetch, le pull et le push. Visual Studio nous propose également une option de synchronisation qui s'occupe de faire en fait la totalité des opérations dans l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait il va d'abord récupérer les inversions, fusionner et puis envoyer ce qu'il a en local éventuellement. Le petit crayon nous emmène directement vers la fenêtre des modifications Git. Alors celle-ci ne semble pas être différente de ce qu'on avait avant, sauf que maintenant c'est une fenêtre à part entière. Elle n'est plus liée au Team Explorer. C'est vraiment modification Git directement ici. Là, on va retrouver la liste de nos dépôts. Donc on va retrouver les différents dépôts Git que Visual Studio va pouvoir trouver localement. Donc là, vous allez pouvoir voir qu'il y en a plusieurs qui existent. Et ici, on va retrouver encore une fois la liste des branches. Alors qui a été un peu remaniée parce que maintenant nous avons des branches avec la branche sélectionnée, une autre branche également avec des informations. Et nous avons l'onglet distant ici, qui est à côté de variables locales, qui montre toutes les branches présentes sur le dépôt qui est distant. Donc celles qui existent sur Azure DevOps. On peut utiliser la commande fetch qui est ici pour aller mettre à jour cette liste là. Donc on voit ici qu'il y a une petite pop-up qui s'affiche en bas à gauche de Visual Studio qui nous indique cela. En fait, une fois que ça c'est fait, eh bien en fait la liste des branches distantes aura été mise à jour. On peut utiliser directement une nouvelle branche ici, comme cela, qui nous ouvre cette petite fenêtre qui nous demande le nom de la branche et sur quelle branche elle doit se baser. Donc on peut choisir une branche distante ou une branche locale. C'est très appréciable pour dire bien, je veux créer une branche qui est basée sur celle-ci. Donc en fait on va partir d'une branche par rapport à ça et on a une petite case à cocher qui par défaut l'est et à mon avis tout le monde va la laisser qui est eh bien la branche que je vais créer, je veux l'extraire, c'est-à-dire que je veux être sur cette branche là pour commencer à travailler. C'est vraiment ultra rare de créer une nouvelle branche sans commencer à travailler dessus. Bien, et maintenant en fait on a ici dans Git on a pas mal de nouveautés dans ce petit menu. On va retrouver en fait cloner le dépôt et les dépôts locaux, donc ça représente plus ou moins ce qu'on avait en bas à droite. On a de nouveau la totalité des actions, on a une nouvelle branche qui est ici, et après on va retrouver les paramètres. Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente ont maintenant été déplacés dans les options de Visual Studio. Donc on va retrouver les paramètres qui sont globaux, donc qui s'appliquent à tous les dépôts, et après on va retrouver ici les paramètres de notre dépôt local, dépôt Git local, entre guillemets, qui correspond au dépôt Git actuel. Donc on va retrouver ici les options comme par exemple le élaguer les branches distantes en récupération fetch que je conseille de mettre à true, ce qui veut dire que dès lors que vous faites une récupération, eh bien il va aller faire le delta avec le Azure DevOps distant pour supprimer les branches qui n'existent plus. Et faire donc la synchronisation. Sinon, vous allez vous retrouver avec une longue liste de branches qui soient distantes, même si certaines n'existent plus. On a également la possibilité de définir les outils de différence et de fusion. Donc ici, en utilisant par exemple Visual Studio grâce au lien qui est là, en cliquant dessus. Donc on voit ici, voilà, j'utilise Visual Studio. Et on a ici les fameux git files, le git ignore et le git attribute. Donc ça, c'est par rapport à mon dépôt dans lequel je suis actuellement. Et ça, ce sont les paramètres qui sont globaux, qui s'appliquent à tous les dépôts, sauf si ici on a annulé la définition. Annuler la définition est un petit peu particulier. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas surchargé le paramètre dans mon dépôt local. Donc, on va chercher le paramètre global qui, pour le coup, ici est à true dans mon cas. Donc moi, je l'ai mis à true comme ça. Tous mes dépôts par défaut ont ce paramètre là qui est activé. On a beaucoup d'autres paramètres qui sont ici, donc je vous invite à les regarder un petit peu, je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, ça va être voir l'historique des branches. Et là, on va retrouver du coup ici tout l'historique de ce qu'on a fait par rapport à la version, par rapport à notre branche et par rapport à tous les commits. Donc on va voir tous les différents commits qui vont être là. Donc là, j'ai un historique très linéaire, mais en fait, on a un graphique ici avec les points bleus qui va redétailler toutes les branches et toutes les fusions qu'on a eues. Si c'est dépendant de comment ça a été fait, on a un petit jeton ici qui nous dit où est-ce qu'on en est par rapport à notre branche actuelle sur quel commit. Et donc ceci nous permet d'avoir un visuel, on va dire, un résumé de ce qui s'est passé. On peut prendre d'ailleurs deux versions grâce à contrôle, faire un clic droit et demander de comparer par exemple les deux commits qui sont là pour voir la différence entre l'un et l'autre. Ce sont des choses qui sont possibles. Et ici, on a la possibilité de utiliser certaines options permettant de définir en fait l'affichage qu'on va avoir, comme par exemple je vais afficher les branches distantes, je vais afficher les différents parents, et on voit par exemple ici que bah, eh bien j'ai une branche distante, origine feature, my feature, qui elle est sur ce commit là, donc qui est en retard par rapport à develop. Donc ça c'est une nouveauté sympathique. Et l'autre nouveauté sympathique, ça va être la page de gestion des branches qui est donc une page dédiée à part entière, donc qui est un peu plus complet que ce qu'il y a ici, qui reprend les mêmes infos qu'ici, mais en mettant également l'historique, ce qui vous permet de prendre les décisions dans le meilleur des cas, et qui vous permet par exemple de dire, eh bien, je vais créer une branche à partir de ce commit-là, directement comme cela. Donc il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau de l'interface, c'est un peu plus user-friendly, un peu plus, avec un peu plus de possibilités, et surtout ce sont des outils qui ont été séparés de Visual Studio, de la partie Team Explorer, et qui sont maintenant des outils à part entière avec leur menu à part entière et leurs options à part entière au sein de Visual Studio 2019. Fondamentalement, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente ne change pas par rapport à tout ce qui est message de commit et ainsi de suite, c'est juste que les outils ont changé de place et sont maintenant présentés différemment par rapport à avant, mais l'essentiel des fonctionnalités reste le même. Je voulais juste faire cette vidéo rapidement afin de vous montrer les quelques nouveautés introduites par la dernière version de Visual Studio 2019. Maintenant, dans cette petite vidéo, on va voir comment utiliser Azure DevOps et Git avec Visual Studio Code. Alors il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. Une des façons les plus simples, c'est de cliquer sur le bouton clone et demander de faire un clone dans VS Code. Donc là, normalement, si vous cliquez dessus, ça va vous demander d'ouvrir Visual Studio Code et directement vous amener vers l'interface où vous attendre faire le clone. On peut également copier le lien du dépôt, se rendre au niveau de Visual Studio Code, aller au niveau d'ici de source control et direct clone repository et coller l'URL. Donc ça va me permettre en fait de dire où est-ce que je veux le cloner. Ensuite, il me demande de choisir où je veux aller le cloner. Donc moi, je vais aller le cloner au niveau de source. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il va faire le clone du dépôt Git, tout simplement. Donc après, il me demande si je veux l'ouvrir. Donc je vais dire, bah tiens, ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc ici, je retrouve mon dépôt Git avec mon Git ignore et mon readme avec une vue dossier en fait de là où je suis qui me permet de faire les éditions. Donc très simplement, si par exemple je fais une modification, je vais rajouter ici tout en haut un commentaire. Hop, ceci est un commentaire. Je vais sauvegarder. Donc je vais pouvoir maintenant
voir plusieurs indicateurs qui vont me dire que j'ai une modification. Le premier, j'ai le nom du fichier qui est en orange avec un petit M pour modify, donc le fichier a bien été modifié, et un petit 1 ici au niveau du contrôle de code source qui me montre en fait les changements, donc le M de modifier. Je peux directement appuyer sur le petit plus pour faire un state change, donc en gros ça va me mettre dans ce que je veux vouloir faire quand je vais faire un commit. C'est en gros, je vais pouvoir ici choisir les différents éléments que je vais vouloir mettre au niveau de mon prochain commit, ou je peux tout simplement dire que mon commit va comprendre tous ces éléments là. Donc ici je vais faire rajout commentaire gitignore. Et une fois que j'ai fait mon commentaire, je peux directement aller appuyer ici sur la petite coche qui va me dire de faire un commit en me disant voilà, attention, il n'y a aucun changement qui a été sauvegardé, est-ce que vous voulez tout sauvegarder directement? Alors ça c'est un message d'attention qui vous dit attention, vu que vous n'avez pas sélectionné d'éléments à mettre dans ce commit, tout sera fait automatiquement. Alors on peut dire oui de façon ponctuelle et ce message arrivera systématiquement. On peut dire toujours, auquel cas la réponse sera toujours oui et ce message n'apparaîtra plus. Never, auquel cas la réponse sera toujours non et cette problème n'apparaîtra plus. Ou annuler simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une bourde. Donc là pour le coup je mets oui et mon commit a été fait. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ici, j'ai un commit en attente d'envoyer vers le serveur. Si je descends en bas dans la barre d'étage, je vois ici la modification parce que justement, à côté, j'ai un petit 1 avec un élément d'attente. Donc, en cliquant dessus, en fait, il me propose directement de faire un push et de faire un pull tous les commits vers develop, origin/develop. Donc, en gros, ça correspond à faire une synchronisation qui va d'abord récupérer les mises à jour, les synchroniser avec mon code et envoyer tout vers le dépôt distant. Donc, je peux faire OK et OK ne plus montrer. Donc là, je vais simplement faire OK et comme ça, ce que j'ai fait au niveau de mes commits sera envoyé sur le dépôt distant et je vais pouvoir le faire. Visual Studio Code me dit ici qu'il peut faire périodiquement un git fetch. Donc ça, c'est quelque chose, une petite chose en plus que peut faire VS Code, c'est qu'il va périodiquement aller regarder les métadonnées au niveau de notre dépôt et nous récupérer les dernières nouveautés. Comme ça, on sera toujours au courant, on n'aura pas besoin de le faire manuellement. Donc là, je vais lui demander de me demander ça plus tard. Et pour finir, on a ici les 3 petits points qui nous offrent ici toutes les actions possibles dans Git. Donc toutes les actions sont liées à une ligne de commande. Donc il y a rien de magique derrière. On peut avoir un pull. Donc je vais tirer un push, le sync qui permet de faire du coup le fetch, le pull et le push dans cet ordre-là, avec la notion de commit et ainsi de suite. Donc là, on va pas rentrer dans le détail de ce que peut faire VS Code. Vous avez vu comment simplement faire un commit local et un push vers le serveur distant. Maintenant, nous allons nous rendre au niveau d'Azure DevOps, s'assurer que si j'actualise au niveau de mon gitignore, j'ai bien ceci est à commentaire en haut, donc ma modification a bien été prise en compte. Donc on en a fini pour faire le petit tour d'utilisation de Git avec Azure DevOps en ligne de commande avec Visual Studio et avec VS Code. Je vais vous mettre dans un article deux trois outils supplémentaires d'interface graphique que vous pouvez utiliser, dépendant de votre OS bien sûr et de votre plateforme et de votre affinité par rapport à utiliser tel ou tel produit. Je ne propose rien, je ne vends rien, c'est juste quelques outils que j'ai déjà vus en pratique et donc je vous donne un retour d'expérience. Vous êtes totalement libre de choisir ce qui vous convient le mieux.